Une Française dans l'espace, revue à Starbase, répétition pour la mission Artemis 2 vers la Lune, NASA et sa base lunaire, ESA Aerospace se prépare pour son deuxième vol, le directeur d'ULA s'en va, la Chine étudie la fertilité dans l'espace, Ariane 6 et Vega C reçoivent un boost grâce à leur nouveau booster, et un résumé des lancements de l'année 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Pour commencer, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. On commence cet épisode avec une bonne nouvelle pour l'astronaute française Sophie Adeno. Elle vient d'être confirmée pour voler vers la Station spatiale internationale dans une capsule Dragon de SpaceX en février 2026 pour la mission appelée Crew 12 avec Jessica Meir et Jack Hathaway de la NASA et Andrei Fedyaev de Roscosmos. Bien sûr, Sophie et le reste de l'équipage résideront à la station pour 6 mois afin d'effectuer des expériences et probablement maintenance de la station. À Starbase, pas grand-chose s'est passé, mais quoi qu'il en soit, au site de production, le dernier tronçon du premier étage numéro 19 est arrivé à la Mega Bay pour enfin finir la structure de l'étage. SpaceX a fabriqué son premier étage à une vitesse vraiment incroyable. SpaceX a confirmé même que le premier étage numéro 19 est enfin assemblé, comme vous le voyez sur votre image. Au site de lancement, pas grand chose de plus, SpaceX continue de préparer son nouveau pas de lancement numéro 2 et démolir le pas de lancement numéro 1. Les 4 astronautes de la NASA et CSA ont effectué une répétition pour la mission Artemis 2 qui est planifiée en début de l'année prochaine. Cette répétition couvrait l'habillage avec la combinaison orange jusqu'au transport à la capsule. La fusée SLS est à présent assemblée, sans son ergol bien sûr. La NASA se focalise sur la préparation au vol vers la Lune, un vol presque identique à la mission Artemis 1, voilà plus de 3 ans de cela. Restons avec la NASA. Le nouveau directeur Jared Isaacman et le président Trump ont signé le projet de la NASA pour les prochaines 5 ans. Bien sûr, on y retrouve les missions Artemis 3 et 4, où 3 astronautes aligneront d'ici 2028, mais elle renforce également l'ambition d'avoir une base lunaire pour 2030. Il y a eu pas mal de bruit sur la Lunar Gateway, et donc, est-ce que les financements vont être focalisés sur une base lunaire plutôt que Lunar Gateway ? On verra bien. Quoi qu'il en soit, l'Europe a déjà bien avancé sur les modules Halo, iHab et LunarView de la Lunar Gateway, sans compter le fait que la section européenne et américaine de la Station spatiale internationale devrait être décommissionnée et même détruite par 2030. Donc, est-ce que la Lunar Gateway va remplacer en partie la SSI ? Bref, on verra bien ce que la NASA et le gouvernement américain vont décider bientôt. ESA Aerospace a lancé sa fusée Spectrum depuis son site de lancement d'Andoya en Norvège, résultant à un échec voilà près de 9 mois de cela. Cette semaine, ESA Aerospace a annoncé qu'ils avaient à présent fini les essais moteurs statiques du premier et deuxième étage. La date du second vol n'est pas encore disponible, mais il n'y a pas longtemps à attendre. ULA est la consolidation des divisions spatiales des entreprises de Boeing et Lockheed Martin afin de combattre la concurrence de SpaceX. Son directeur, Tory Bruno, a posé sa démission après 12 années où il a dirigé l'entreprise pour avoir délivré la fusée Vulcan Centaur et arrêté la Delta IV et bientôt Atlas V afin d'augmenter la santé financière de l'entreprise. Tory vient également d'annoncer qu'il prend un poste chez Blue Origin en tant que président de la division sécurité nationale, d'après son directeur David Limp. Le programme spatial chinois a envoyé un couple de souris à la station spatiale chinoise Tiangong. J'en ai pas dit grand-chose car j'ai parlé des taïkonautes qui mangeaient des brochettes cuites dans le vide spatial et donc parlé de souris après ça pour y prêter à confusion. Bref, après un séjour de quelques semaines seulement, les 2 souris sont redescendues avec le Shenzhou 21 et ont officiellement donné naissance à une portée de 9 petits,
où seulement 6 ont survécu, ce qui n'est pas anormal. Bien que l'expérience originale visait la conception en microgravité, la fécondation a eu lieu au sol après leur retour. Ces petits fourniront désormais des données vitales pour la recherche biomédicale et en sciences de la vie. J'attends avec impatience l'étape suivante, peut-être un couple de taïkonautes. Affaire à suivre. Le consortium européen Europropulsion, une joint venture entre Avio et Ariane Group, a passé son test de qualification au sol de son dernier propulseur à ergol solide, le P160C, solidifiant une amélioration significative de la masse de charge utile de son Vega C et Ariane 6. Pour vous donner une idée, le P160C augmente la masse d'ergol par 14 tonnes pour une Vega C, donnant une masse de charge utile de 3,5 tonnes en orbite terrestre basse, soit une amélioration de 200 kg, qui est attendue d'ici 2028. Quant à Ariane 6, pour sa version à 4 propulseurs, le P160C augmenterait sa masse d'ergol de 56 tonnes, apportant une charge utile de 23,7 tonnes en orbite terrestre basse, soit une augmentation de 2 tonnes. La première utilisation du P160C sur l'Ariane 6 est envisagée en mi- voire fin 2026. Le 20 décembre, CASC a lancé une Longue Marche 5 depuis la Chine pour sa mission TJSW-23. La charge utile est un satellite chinois de technologie de communication par satellite à haut débit et en multibande. Le 21 décembre, Rocket Lab a lancé sa dernière électron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission The Wisdom God Guides, avec son 6e lancement de satellite d'observation de la Terre par radar à synthèse d'ouverture à haute résolution pour la compagnie japonaise IQPS. Le 22 décembre, Mitsubishi Heavy Industry a lancé une fusée H3 depuis le Japon pour sa mission Michibiki 5. La charge utile est un satellite de navigation japonais qui a une trajectoire très elliptique appelée orbite quasi-zénitale qui permet d'avoir une couverture de GPS japonais pendant plus longtemps au-dessus du Japon. Malheureusement, le deuxième étage n'a pas réussi à se rallumer durant le vol et donc le satellite n'a pas atteint son orbite stable et a brûlé durant sa rentrée atmosphérique. Le 23 décembre, InnoSpace a lancé sa nouvelle fusée Hambit Nano depuis son nouveau site de lancement au Brésil pour sa mission inaugurale Space World. Malheureusement, la mission s'est vouée à un échec où le premier étage a perdu le contrôle juste après avoir atteint la pression aérodynamique maximale. Le même jour, CAC a lancé une nouvelle longue marche 12A depuis la Chine pour sa mission inaugurale. Les 2 étages ont fonctionné comme prévu et le satellite de démonstration a atteint son orbite. Hélas, le premier étage de Longue Marche 12A est conçu pour être réutilisable, mais n'a pas réussi à atterrir en un seul morceau. Le 24 décembre, ISRO a lancé sa dernière fusée de l'année, la LVM-3 depuis l'Inde, pour sa mission Bluebird Block 2 numéro 1, afin de fournir une couverture cellulaire continue par satellite pour le compte de 3 compagnies américaines. Non seulement ce satellite était le plus lourd jamais lancé par ISRO, mais aussi l'antenne du satellite mesure environ 223 mètres carrés, la plus grande antenne commerciale de l'histoire spatiale. Et le 25 décembre, alors que certains d'entre nous se remettaient de la fête de Noël, d'autres lancent des fusées, comme Roscosmos, qui a lancé une Soyouz 2.1A depuis la Russie pour sa mission Obzor R numéro 1, un satellite d'observation radar à synthèse d'ouverture à haute résolution, un projet que la Russie essaie de lancer depuis 2018. Le 26 décembre, CAC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour sa mission Satnet Leo Group 17, un batch de satellites de la méga constellation Guowang pour l'Internet par satellite. Le même jour, CAC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission Fengyun 4C. Il s'agit du 3e satellite de la 2e génération de satellites météorologiques géostationnaires chinois. Le 28 décembre, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1B avec sa frégate M depuis la Russie pour sa mission EIST 2T 0102, donc 2 satellites russes d'observation de la Terre, principalement équipés d'instruments d'imagerie optique conçus pour la stéréoscopie, c'est-à-dire créant des modèles 3D de la surface de la Terre.
Le 30 décembre, CASC a lancé une longue marche 4B depuis la Chine pour sa mission Tiangwu-7, un satellite d'observation de la Terre et de cartographie. Le 31 décembre, CASC a lancé sa dernière fusée de l'année, une longue marche 7A depuis la Chine pour sa mission Shijiang 29 A et B, deux satellites classifiés destinés à la vérification de nouvelles technologies liées à la détection de cibles spatiales. En résumé, du 1er janvier au 31 décembre 2025, 319 fusées ont été lancées avec succès. Cela correspond à une augmentation de lancement mondial de 26% par rapport à 2024. Comme toujours, c'est SpaceX qui remporte la première place avec 170 lancements, suivi par la CASC avec 69 lancements. Rocket Lab gagne la troisième place avec ses 21 lancements, au détriment de la Russie avec 17 lancements. Bien sûr, Rocket Lab n'a qu'une petite fusée comparée à la Russie, qui en a des beaucoup plus grosses, mais bravo quand même à Rocket Lab. Le reste des fabricants de fusées ont malheureusement des quantités de lancement bien en deçà des 4 fabricants. Je ne parle pas des masses de satellites envoyés en orbite, car SpaceX a un avantage significatif en lançant plus de 90% de la masse totale de satellites. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb d'une paire de galaxies naines en interaction gravitationnelle, les NGC 4490 et NGC 4485. Situées à environ 24 millions d'années-lumière dans la constellation des chiens de chasse. Ces galaxies, similaires aux jeunes galaxies de l'univers primitif, souvent de faible masse, contenant peu de métaux, mais riches en gaz et pauvres en étoiles, aident à comprendre l'évolution galactique via leur collision et échange de gaz. Un pont gazeux reliant les deux a été découvert il y a près de 30 ans, mais leur histoire restait mystérieuse jusqu'aux observations de James Webb. L'image montre la plus grande NGC 4490 à gauche et la plus petite NGC 4485 à droite, avec un pont de gaz et d'étoiles. Les analyses révèlent une rencontre rapprochée il y a 200 millions d'années, où NGC 4490 a capturé du gaz de sa compagne, déclenchant une flambée de formation stellaire le long du pont et dans les galaxies. Une autre explosion d'étoiles s'est produite il y a 30 millions d'années avec des régions ionisées visibles en bleu vif. Ces observations détaillent les interactions de galaxies naines, offrant un aperçu de la croissance et de l'évolution des petites galaxies dans l'univers proche et lointain. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. Je vous souhaite une très bonne année 2026. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.